Salut et bienvenue dans mon garage, je m'endormais, pour un nouveau live. Comme d'habitude, le mieux, ça reste de vous connecter sur ma page Instagram. Je travaille beaucoup avec Instagram en ce moment. Normalement, je fais des publications trois fois par jour. Mais donc, je travaille beaucoup sur Instagram. En ce moment, c'est une plateforme qui me convient énormément. Comme d'habitude, Facebook est une plateforme qui me convient beaucoup moins. Je deviens allergique à Facebook. En fait, ça fait des années. Mais c'est un petit peu, on est un petit peu obligé de faire avec. Vous êtes très nombreux sur ma page Facebook. J'aimerais un petit peu transvaser les abonnés de la page Facebook sur mon Instagram. Ce serait beaucoup plus simple pour moi et beaucoup plus pratique. Euh, j'ai pas trop de trucs à faire avant. Je voulais juste parler un petit peu jardin. On a eu un gros coup de froid il y a 2 semaines, je crois. -10, énormément de neige. Et donc, je vais mettre le téléphone, peut-être que ça va mieux marcher. -10, 3 x 6, 18, à peu près 18 centimètres de neige. Gros bordel. Donc c'était l'hiver pendant une semaine. Il y a de ça à peu près 2 semaines, j'ai posté donc des photos sur Instagram. Si vous êtes sur Facebook, vous avez raté. Mais donc on était en train de faire nos navets. Et donc les navets, c'est pour moi ici, on est vraiment sur un truc de test. Pour moi, les navets, ça reste mon top 3 de la nourriture, voilà, un petit peu autonome, résiliente, survivaliste. Donc pour moi, c'était un gros test de planter en fait mes navets un peu tard et de voir un peu comment ils allaient réagir à l'automne montagnien. Et en fait, ils ont été sous la neige pendant 3 jours, donc 18 centimètres de neige. Il a fait -10 pendant 5-6 jours. Et ben, ils ont survécu. Ils ont survécu, ça fait à peu près un mois que je leur ai pas donné d'eau. Je mettrai une photo sur Instagram des navets. Donc le navet, je confirme, ça reste vraiment un végétal assez intéressant pour nous, assez surprenant, qui donc me paraît très intéressant et qui reste définitivement dans mon top 3 de la nourriture, un petit peu comme ça, résiliente, autonome, survivaliste. Les navets, en plus, ça se cuit d'une multitude de façons, ça s'utilise d'une multitude de façons, et donc c'est super. Je vois passer une question d'M650, comment faire un don sur ton blog. Effectivement, je continue de vous remercier pour toutes les personnes qui font des dons sur mon blog. Très facile, vous allez sur le blog, sur la colonne de droite, il y a un bouton donation ou une connerie comme ça. Et voilà. Fireblood Victor, tu plantes pas de betteraves? Si, j'ai fait d'excellentes betteraves cette année. On a eu les meilleures betteraves qu'on a jamais faites. J'adore la betterave froide en salade avec une vinaigrette. C'est génial. L'année prochaine, j'en ai déjà parlé en plus. Donc je vais me répéter pour Fireblood Victor. Le mec il met pas la pression. Cette année, Madame West a merdouillé et normalement on fait un bac betterave carotte. Moi j'aime pas les carottes. Les carottes, je peux pas. Et donc d'habitude on fait. Putain mais Toutone, elle fait quoi là? D'habitude on fait. D'habitude Toutone est dans les asperges. D'habitude, on fait 3/4 betterave, 1/4 carotte. Cette année, Madame West a merdouillé. Elle nous a fait 3/4 carotte et 1/4 betterave. L'année prochaine, on va carrément éliminer les carottes. Et on va faire tout un lit que des betteraves parce que les betteraves étaient tellement bonnes cette année que j'ai réussi à convaincre Madame West d'éliminer les carottes, de suicider les carottes parce que c'est juste pas possible. Ouais, c'est top les navets. Je vais voir s'il y a quelques questions.
salut Paris, salut la Belgique, je crois que j'ai vu passer, salut Grenoble, salut l'Algérie, donc on est, salut l'Alsace, voilà, il y a un petit peu de tout, un petit peu partout. Tu vois, Liv est Claire, coucou, putain, je prends pile poil le live en croquant justement un navet. Pascal, les navets, c'est un peu comme les carottes. Ah non, mais non, rien à voir. Euh, les topinambours, c'est presque du navet, hein, c'est presque pareil. Euh, alors, une grosse question de Joe Arnwolf. Je l'ai vu passer sur Facebook. Je crois que tu l'as aussi déposé sur Facebook. En fait, je l'avais pas choisi. J'allais pas la prendre, mais tu la reposes ici. Salut Vol West, toi qui es tout près de Yellowstone, j'aurais voulu savoir quelle était votre position. Ce n'est pas une question sur le Yellowstone, pour ceux qui ont vu le live la semaine dernière. J'aurais voulu savoir quelle était votre position par rapport aux loups dans votre région. Sont-ils assez présents ou plutôt discrets? Je crois que tu continuais, t'élaborer un petit peu sur Facebook. La question du loup est très délicate. Personnellement, c'est un animal que j'apprécie énormément, que je respecte énormément, et avec lequel j'ai une affinité particulière. Je suis très chien, je suis très canis lupus, et donc je suis très loup. J'ai eu la chance de voir quelques loups ici dans le Montana, donc là on parle de loups sauvages. Il y a effectivement énormément de loups dans le Montana, surtout autour du Yellowstone, depuis qu'ils l'ont réintroduit. La question du loup est très complexe parce que généralement la question du loup on est ici sur deux univers complètement différents. On a l'univers un petit peu danse avec les loups. Un petit peu théorisant, peut-être une vue un petit peu plus aérienne sur la question, peut-être pas une vue de terrain, et donc à l'opposé on va avoir cette expérience de terrain, cette vue de terrain qui est généralement celle des fermiers locaux, des gens qui vivent de la terre ici et qui vivent sur cette terre. J'ai énormément de mal à me prononcer sur le sujet. La seule chose que je peux dire, le plus objectivement parlant, c'est qu'effectivement, la réintroduction du loup a bien évidemment eu un impact sur la faune et la flore locale, plus sur la faune que sur la flore, bien évidemment. Et on a des populations, par exemple, de wapiti, la population de wapiti qui est en baisse qui est une baisse assez dramatique. Donc on peut faire l'expérience de ça le plus objectivement parlant. Et donc ça pose beaucoup de problèmes et aussi un impact sur les fermiers locaux par rapport aux moutons, aux vaches et ainsi de suite. On a énormément de loups ici maintenant, et donc on a des populations qui sont attaquées par le loup, et ça cause énormément de problèmes sur le terrain pour certaines personnes locales. Pour pallier un petit peu à ça, ils ont réintroduit la chasse au loup. La chasse au loup est vraiment très très minime. Il y a que très peu de bagues, très peu de droits, très peu de personnes peuvent chasser le loup chaque année. La taxe est très très chère. Je crois que la bague pour le loup sort à 400 balles, je crois, $400. Mais encore une fois, on parle ici d'une chasse vraiment très restreinte, très minimaliste, très encadrée, pour essayer un petit peu de réguler donc le nombre maintenant de loups. Personnellement, est-ce que j'irai un jour chasser le loup? Non, jamais. Je ne pourrais jamais tirer sur un loup, je ne pourrais jamais tuer un loup, à part si bien sûr c'est en légitime défense. Donc voilà, c'est un sujet un petit peu complexe. Il y a du pour, il y a du contre. Généralement, les gens qui ont une vue un petit peu plus aérienne du loup, un petit peu plus cinématographique, ne vivent pas ici. Ils vivent à New York, à Los Angeles, à San Francisco, à Paris, peu importe. Et les gens qui ont une vue un petit peu plus dure sur cette
sur cette dynamique, généralement, c'est les fermiers du coin, quoi, qui perdent, je sais pas combien de têtes de moutons par an, qui perdent je sais pas combien de têtes de wapiti par an, et donc on a un impact effectivement assez important ici avec la réintroduction du loup. Encore une fois, c'est vraiment un sujet hyper complexe. Voilà, j'espère que ça répond un petit peu à ta question. Comme d'habitude, il y a du bon et du mauvais. Pour le meilleur et pour le pire. Pipi, sortie de la vidéo sur la sélection Noël survivaliste. Alors effectivement, j'ai commencé même la liste. Je vais faire une vidéo, les Noëls survivalistes pour 2018. Je sais pas quand je vais la faire, je sais pas quand elle va sortir, mais généralement, j'essaye de les sortir avant novembre. Pascal, les patates douces, tu as déjà essayé, alors toi tu as dû rater aussi quelques lives, j'en ai parlé déjà sur beaucoup de lives, effectivement nous avons tenté la patate douce, on nous avait dit que ça prenait tant de temps, on nous a menti, comme quoi internet, il y a vraiment des bâtards sur YouTube qui disent de la merde, mais donc on a fait le test, ça a extrêmement bien marché dans la serre, sauf que on les a déterrés un petit peu trop tôt. Donc je pense que l'année prochaine on va refaire un cycle de patates douces. Je vous tiendrai au courant l'année prochaine parce que j'adore la patate douce, ça fait partie de notre alimentation quotidienne. Non, pas quotidienne, on ne bouffe pas de la patate douce tous les jours. Ça fait partie de notre alimentation, de notre dynamique de nourriture. Et donc je vous tiendrai au courant, mais effectivement nous avons fait pousser de la patate douce en serre ici dans le Montana et ça marche. Onarezu Nurb. Les abeilles vont bien avec le froid. Merci pour ton partage. Écoute, je leur ai pas demandé, mais les abeilles n'ont généralement pas de problème avec le froid. Les abeilles peuvent, on a déjà testé, on a fait le test, pas nous personnellement, mais les abeilles survivent à des températures de moins 80. Par moins 80, elles peuvent survivre. Donc ce n'est toujours pas, comme je l'ai dit, et je vais le répéter, ce n'est pas une question de froid. Les problèmes liés aux abeilles qui meurent l'hiver, c'est généralement lié la plupart du temps à des colonies qui sont trop petites, des quantités en fait trop peu nombreuses. Ce qui se passe, c'est que l'hiver, les abeilles décident de passer en mode hiver à un moment donné, donnent le signal d'alarme à la reine. La reine commence à pondre des abeilles d'hiver. Les abeilles d'été sont différentes. Les abeilles d'été sont plus petites que les abeilles d'hiver. Elles sont faites pour aller, pour voler sur de très longues distances. Généralement, elles ont une durée de vie de 2 à 4 semaines. Ça va dépendre ici du terrain et tout ça. Mais donc, les abeilles d'été ont une durée de vie de 2 à 4 semaines. Elles sont faites pour travailler, pour voler énormément. Généralement, elles meurent parce qu'elles usent leurs ailes. Elles volent tellement qu'elles usent leurs ailes et une fois que les ailes sont usées, elles meurent. Et donc les abeilles d'hiver, la reine on lui donne un signal. La reine va commencer à pondre des abeilles d'hiver qui sont beaucoup plus grosses que les abeilles d'été et qui vont vivre tout l'hiver. Donc elles vont rester en vie dans la ruche tout l'hiver. Donc ça peut durer 4 mois, ça peut durer 5 mois, ça peut durer 6 mois ou ça peut durer 7 mois comme pour nous des fois. Et donc le rôle de ces abeilles est tout simplement de faire, elles se mettent en grappe autour de la reine et leur travail c'est de garder la reine à une température optimale. Et donc elles font ça tout l'hiver de par leur frottement d'ailes et ainsi de suite. Elles vont créer une boule isolante entre la reine et l'extérieur. Si le nombre d'abeilles est trop petit et donc que la balle de football, que la boule d'abeilles qui protège la reine de l'hiver et du froid, si cette boule est trop petite, petit à petit ces abeilles meurent et la reine meurt d'exposition. Si la boule est assez importante, on parle ici peut-être de 50 000 abeilles et au-delà, on va avoir une boule assez imposante, assez importante qui va se déplacer à l'intérieur de la ruche tout l'hiver pour manger
pour manger par exemple le miel qu'on va leur laisser. Mais donc elles vont rester comme ça pendant 4, 5, 6 mois, elles ne vont pas sortir, elles vont rester autour de la reine. C'est vraiment un mécanisme absolument fantastique. Mais donc généralement le problème ce n'est pas le froid, le premier problème c'est donc une quantité, la dynamique de quantité, la problème de quantité d'abeilles qu'on va avoir. Si on a une ruche trop petite, si on a par exemple que 5000 abeilles, ça va pas le faire, ça va pas le faire sur la distance. Le deuxième gros problème c'est l'humidité. Il y a beaucoup de pertes de ruches l'hiver par rapport à l'humidité, c'est-à-dire que l'humidité s'incruste dans la ruche, elle ne peut pas sortir, on n'est pas assez ventilé ici. Ça gèle la bouffe à l'intérieur, ça gèle les abeilles, et ainsi de suite. C'est absolument horrible et destructeur. Mais donc le premier problème, c'est la quantité d'abeilles. Le deuxième problème, ça va être l'humidité. Et le troisième problème aujourd'hui, ça va être bien évidemment les maladies liées à l'abeille, comme par exemple le varroa, toutes ces choses-là qui vont venir attaquer l'abeille, qui vont venir attaquer la ruche, la colonie, et généralement, malheureusement, les abeilles, au bout d'un an et demi, elles vont avoir des problèmes, par exemple, de diarrhée et de diarrhée systémique, et l'hiver, bien évidemment, elles vont mourir à cause de cela. Donc, encore une fois, les abeilles, le froid, c'est pas le problème. Le problème, c'est la quantité d'abeilles. Et c'est là où l'apiculteur peut venir vraiment les aider à l'automne en leur donnant énormément de nourriture par exemple, ou de pollen pour faire que la reine ponde le plus vite, le plus mieux possible, et bien évidemment les problèmes d'humidité qui sont très importants pour certains environnements qui sont plus humides que d'autres. Nous ici on est très sec dans le Montana, mais c'est aussi à l'apiculteur de venir aider les abeilles en s'assurant qu'on a des systèmes de ventilation adaptés sur la ruche. Médicis, avec les navets, quels sont les autres légumes que tu trouves résilients? Écoute, l'autre légume que je trouve résilient et intéressant par rapport à la survie, donc là on va parler calories, c'est bien évidemment la pomme de terre. Donc la pomme de terre sur toutes ses formes, il faut savoir qu'on avait, il y a ne serait-ce que 100 ans, au moins 500 variétés de pommes de terre. Malheureusement, on a réduit au maximum ces variétés pour avoir une pomme de terre la plus constante possible. Sur le marché, par exemple, européen, c'est ce qui s'est passé avec la famine irlandaise. On n'avait que une ou deux variétés de pommes de terre qui était la nourriture principale de l'Irlandais. Quand on fait comme ça de la monoculture, là on parle de monoculture, on n'est plus sur de la polyculture. Quand on parle de monoculture comme ça, s'il y a un problème par rapport à cette variété, et là en l'occurrence on a eu une maladie qui s'est attaquée à cette variété de pommes de terre, on perd tous nos champs, notre population est en manque de nourriture, et on a une famine, et ça donne ce que ça donne la famine irlandaise. C'est un exemple dans l'histoire, mais donc c'est pour cela qu'il est très important pour nous en tant que survivalistes, si on s'intéresse un petit peu à l'autonomie et la résilience, de ne pas mettre tous nos œufs dans le même palier génétique, et donc de faire de la diversification au maximum, que ce soit de la diversification économique, c'est-à-dire où on va placer notre argent et dans quoi on va mettre notre argent, mais aussi de la diversification agriculture, basée sur l'agriculture, des différentes variétés. Donc si on s'intéresse à la pomme de terre, de faire pousser au moins 3 variétés différentes. Donc je suis toujours sur ce principe de trapèze, de trilogie, et donc généralement j'essaye, là j'ai 2 variétés de navets, j'aimerais en avoir 3, mais la troisième ne me convient pas pour mon climat, j'en ai donc que 2, mais toujours penser un petit peu à ça. Mais donc effectivement, avec le navet dans mon top 3, je mettrais la pomme de terre, qui est quand même un outil, un aliment hyper résilient, hyper autonome, pareil, très facile à faire pousser, très simple à faire pousser. On peut le manger d'une multitude de manières. On a ici un petit peu une consistance intéressante. On peut même faire de l'alcool avec, la vodka de pommes de terre. Donc vraiment un aliment avec le navet vraiment hyper intéressant.
Vol, j'ai 2 poules depuis Adrien Lahal, j'ai 2 poules depuis samedi dernier et déjà 6 œufs. Salut à Toutone, je suis super content pour toi. Les poules, c'est vraiment un investissement fantastique. Donc nous, on en a 4. J'adore les poules, elles ont un rôle très important sur la base ici, sur la base autonome durable. Et je vous encourage à faire le pas si vous avez les moyens, la place, le temps et ainsi de suite de vous occuper de quelques poules. Je vous encourage à prendre des poules. C'est vraiment fantastique. Salut de la Picardie. DEM 650, es-tu équipé de munitions expansives au quotidien? Merci pour ton travail. De rien, oui. Ok. Simspan, bonsoir, première fois que je vois le live en live. Eh ben écoute, salut à toi. The Perpetual 07. Selon toi, la pêche est-elle importante dans le survivalisme? La pêche, au-delà du survivalisme, là on va parler résilience, autonomie, on va parler tout ça. Au-delà du survivalisme, la pêche est probablement le socle de la résilience de notre espèce. La pêche est très importante. Généralement, je parle moi personnellement d'une résilience alimentaire basée sur plusieurs niveaux. Le premier niveau est bien évidemment le jardin. Ça va être ma zone 1 ici. Si on parle permaculture, mais donc le jardin est très important pour moi, donc de se donner les moyens de produire notre propre nourriture est très important. Mais cela ne suffit pas toujours, surtout si on est sur des dynamiques un petit peu modernes. On a un boulot, des gosses, on a un jardin qui n'est pas si grand que ça et ainsi de suite. On n'est pas fermier. Il y a une différence entre être fermier, paysan et avoir un jardin potager. Donc si on n'a pas trop le temps, si on n'a pas trop l'espace et ainsi de suite, il va falloir venir un petit peu complémenter ce jardin avec d'autres stratégies. Ma deuxième stratégie, c'est donc la cueillette. La cueillette, que ce soit partir aux champignons, que ce soit faire un stage par exemple ou une formation de tout ce qui concerne la nourriture sauvage, les plantes médicinales, toutes ces choses-là vont venir un petit peu alimenter notre résilience médicale, notre résilience économique. On va faire des économies ici et bien évidemment notre résilience alimentaire. Donc ça c'est un peu la deuxième sphère. La troisième sphère, ça va être la chasse et la pêche. Pour moi c'est la même chose, sauf que la pêche est beaucoup plus intéressante pour nous. Pourquoi? Parce que à la chasse, nous dépensons d'énormes calories, surtout sur des terrains un petit peu difficiles comme nous dans le Montana. On doit faire énormément de kilomètres ici. On doit dépenser énormément d'énergie pour chasser. C'est pour ça que le rapport énergétique est très important ici quand on part à la chasse. Et généralement, pour moi, sur mon terrain, dans mon milieu, on va partir à la chasse sur des bêtes un petit peu plus importantes. Donc là, on repart un petit peu sur la préhistoire. Imaginez un clan, par exemple, de 30 personnes, de 30 Homo sapiens, qui vivent dans une caverne, qui doivent aller chasser, qui doivent nourrir le clan. On va avoir ici des parties de chasse qui vont s'attaquer à des animaux le plus imposant possible. Comme ça, on dépense l'énergie une seule fois. C'est comme si, par exemple, je disais que je devais nourrir un clan de 30 personnes, que je partais à la chasse pour aller chasser de l'écureuil et que je revenais avec 45 calories d'écureuil pour un clan de 30 personnes. Ça va pas le faire. Et c'est un petit peu pareil aujourd'hui avec la chasse, c'est-à-dire que je peux partir à la chasse, dépenser environ 3000 à 4000 calories par jour. Et donc il va falloir que je remplace ces 3000 ou 4000 calories par jour pour aller chasser. Et en plus de ça, il faut que je nourrisse le clan. Donc je ne peux pas ici partir à la chasse pour aller à la chasse, j'en sais rien moi, aux écureuils, aux escargots. Il faut faire un petit peu attention ici
à la dépense calorique versus l'apport calorique. La pêche, on n'a pas cette problématique-là parce que généralement la pêche, on va dépenser un minimum d'énergie. Mais généralement, on est assis au bord d'un lac ou alors on va être intelligent et on va poser des filets, des choses comme ça. Et donc, on dépense très peu d'énergie pour un apport calorique qui est énorme. Et là, on est sur du bénéfice. Et donc effectivement, la pêche est très importante pour la survie de l'espèce humaine. On peut le voir dans l'histoire, mais aussi d'un point de vue survivaliste, résilient, autonome. C'est pour ça que, même si j'en parle pas énormément, j'en ai parlé dans Rue Barbare par exemple, j'en ai parlé sur le blog une multitude de fois, mais je vous conseille fortement de vous orienter sur la pêche avant de vous orienter sur la chasse. Je sais que c'est moins sexy. Les gens préfèrent la chasse pour une raison ou pour une autre, j'en sais rien. Mais la pêche est beaucoup plus intéressante au niveau calories, c'est tout. Alors, Wildlife Can, on m'a déjà posé la question plusieurs fois. Salut Vol, à quand un live avec Madame West pour l'approche plus féminine? Je ne peux pas faire un live avec Madame West parce que Madame West ne parle pas français. Donc ça voudrait dire faire un live en anglais et vous allez tous faire la gueule. Au passage, je vais prendre une première question Facebook. Bonjour Vol West, donc une question de Christian Pereira. Tes derniers lives étaient très enrichissants, merci. À quand le live avec ta voisine russe? Pareil, je ne vais pas faire un live avec ma voisine russe parce qu'elle ne parle que le russe et que l'anglais, qu'on va faire l'interview en anglais. Et donc, si je fais un live, vous allez faire la gueule parce que je ne pourrai pas traduire en même temps. Donc, c'est pareil avec Madame West. Je ne peux pas faire de live avec des anglophones, avec des purs anglophones. Donc voilà, je peux faire des vidéos, je peux faire des interviews et donc après tout traduire en sous-titres, mais je ne peux pas. Salut Houston. Mais je ne peux pas faire de live avec ces personnes-là. Salut Sydney, putain, il y en a aussi Frenchy. L'Australie, c'est un des endroits au monde que j'aimerais visiter avec la Nouvelle-Zélande. C'est voilà, ça me parle. Salut de la Martinique, salut la Martinique. La purée de carottes, c'est bon, non, c'est dégueulasse. Ok, je viens de répondre. Alors, une question de survivaliste du Sud. Salut Vol, as-tu un kit NRBC, donc Nuclear, Radiological, Biological, Chemical, à la Pierrot? Merci pour ton travail, reste aware. Merci, de rien. Alors j'ai fait un article il y a très longtemps sur le NRBC, où je parlais un petit peu de mon expérience en fait de militaire. Donc j'ai été militaire. Et donc, bien évidemment, j'ai suivi un entraînement NRBC à l'armée, comme tous les militaires. Salut à nos militaires au passage. Salut camarades. Et donc, on s'aperçoit très vite quand on est militaire et quand on est sur le terrain et quand on doit un petit peu utiliser ce matériel. Donc là, on sort de la théorie, on rentre dans la pratique et on se rend vite compte en fait en tant que militaire qu'on est vite dans la merde. On est vite dans la merde et là, c'est notre métier. Donc j'avais fait un article sur le blog par rapport au masque à gaz, seulement le masque à gaz. Je ne parle pas NRBC ici d'une manière philosophique ou générale des risques et toutes ces choses-là. Je parle juste de ce que nous, en tant que citoyens, on peut faire par rapport à une problématique NRBC. Et donc, malheureusement, c'était un de mes seuls articles un petit peu négatifs sur le blog où je disais que pour moi, personnellement, l'intégration d'un masque à gaz dans un contexte NRBC, donc il y a d'autres contextes où le masque à gaz peut être intéressant, mais dans un contexte NRBC, pour moi, le masque à gaz, l'intégration d'un masque à gaz par une personne lambda, ça ne marche pas.
Ça ne marche pas, premièrement parce que vous avez des cheveux, deuxièmement parce que vous avez une barbe. Déjà, ça commence comme ça. Il y a une raison pourquoi dans l'armée on est rasé de la tête aux pieds. C'est pour toutes ces choses-là. Donc, premièrement, dû à la barbe et aux cheveux ou aux lunettes, ça va pas le faire. Deuxièmement, et c'est peut-être mon plus gros point, pour être opérationnel NRBC, il faut être opérationnel 24 heures sur 24. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 24 heures sur 24, il va falloir que vous soyez opérationnel au niveau de l'hygiène corporelle et surtout, il va falloir que vous soyez opérationnel au niveau du matériel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 24 heures sur 24, où que ce soit où vous alliez, il va falloir que vous ayez sur vous le masque à gaz, les filtres qui vont bien, les cartouches qui vont bien. Encore une fois, les cartouches, ça dure pas 40 000 ans. Les cartouches qui vont bien, la combinaison, parce que pour beaucoup, le risque NRBC, c'est la solution, c'est juste le masque à gaz. Mais si vous n'avez pas de combinaison pour certains trucs, vous êtes mort. Donc il faut tout ça. Donc faut que vous ayez tout ça à portée de main 24 heures sur 24. Je dis que c'est vraiment pas possible pour 99,9% de la population. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller au cinéma avec votre combinaison NRBC, le masque, l'AMP sur la cuisse et tout le bordel. Ça va pas le faire. Pareil pour aller au boulot, si vous prenez le métro, quand vous êtes chez le dentiste, quand vous êtes chez le docteur. Enfin, je veux dire, on s'en sort plus, c'est infernal. En fait, ça va juste vous stresser la vie. Et donc c'est vraiment le bordel. Le troisième point, évidemment, c'est que généralement c'est trop tard. C'est ce qu'on nous a dit à l'armée. À partir du moment où tu commences à don your gas mask, à mettre ton gas mask, généralement c'est un peu tard. Mais surtout pour un citoyen, un civil lambda, tu marches dans la rue, tu sais pas ce qui se passe, tout d'un coup les gens autour de toi, on l'a vu par exemple avec les attaques chimiques dans le métro à Tokyo au Japon il y a des années et des années. Quand tu commences à gerber du bleu et que ta peau commence à faire le gremlin, c'est trop tard, ok? Donc il y a toutes ces dimensions. Je pourrais continuer un petit peu à blablater ici et à vous donner tout malheureusement les côtés négatifs de l'approche NRBC dans un contexte NRBC pour le citoyen lambda. Mais donc effectivement, je n'ai pas de kit NRBC à la maison. Je n'ai pas de kit NRBC avec moi. J'ai des amis qui ont des kits NRBC et qui se prennent le chou comme des malades parce qu'il faut qu'ils aient leur kit NRBC 24 heures sur 24 avec eux. De plus, je vais en rajouter une couche, je vais mettre la cerise sur le gâteau. Disons que vous êtes chez vous, qu'il y a une alerte, que vous entendez l'alerte, que vous avez tout le matériel pour vous, votre épouse, vos gosses, sachant que le matériel pour les gosses laisse tomber. Donc encore une fois, imaginez, vous, c'est bien, vous avez un masque à gaz et tout, mais si c'est pour voir ton gosse en train de faire le gremlin sur la moquette du salon et de gerber du bleu, ça va pas le faire. Et donc, cerise sur le gâteau, imaginons que tout le monde est préparé, vous arrivez à porter à vous protéger de l'alerte NRBC. Vous faites quoi pour la décontamination, les gars? La décontamination, c'est le masque à gaz et la combinaison. Ça, c'est la petite porte d'entrée à la problématique NRBC. Une fois qu'on a passé cette petite porte d'entrée qui est déjà très très lourde et très très chiante à l'échelle logistique humaine, après, on doit passer la porte de la décontamination qui est encore plus lourde. Là, on a des équipes de plusieurs individus avec des tentes, des sprays, des brosses, des produits et tout le bordel. Donc, très très difficile. Bien évidemment, il y a les méthodes un petit peu à la rwandaise pour se décontaminer dans la salle de bain. Mais ça va pas le faire, les gars. Donc c'est un sujet très intéressant, très important, mais malheureusement il n'y a pas énormément de solutions. La meilleure solution, ça reste encore pour tout ce qui est NRBC de s'éloigner le plus possible des zones à risque et quand ça pète de pouvoir partir loin et vite. Ok, déjà si on peut déjà faire ça, donc faites un plan. Calculez un petit peu, prenez une carte, quels sont les sites Cevesco à côté de chez moi, quelles sont les centrales nucléaires, où ça se passe et tout le bordel. Bien évidemment, j'évite les zones à risque et j'ai un plan d'évacuation au cas où il y a un problème à la Fukushima par exemple.
Et partir loin et partir vite, c'est vraiment les deux seuls trucs qui vont marcher. La combinaison NRBC sur soi 24 heures sur 24, c'est juste l'enfer. Donc voilà, j'espère que ça répond à ta question. Salut Véronique. Ah non, je ne prends toujours pas les questions sur ça. Guy Serin, salut Volwest, je voulais savoir si ton générateur Honda converti au gaz va finir dans la liste des testés et approuvés du blog. Merci pour tous tes partages. De rien. Oui, il va finir dans ma liste. C'est trop génial. Je m'en sers énormément en ce moment. Je le fais tourner. Après, je le laisse pas tourner. Là, je veux lui faire passer l'hiver. Donc on va lui faire passer l'hiver montagnien, on va lui en mettre plein la gueule, mais à mon avis ça va le faire, il n'y a aucun problème puisque j'ai des amis autour de moi qui ont exactement le même truc et ça va le faire. Donc effectivement il va passer sur la liste testée et approuvée. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Salut Amiens. Ça, je ne peux pas encore en parler. Salut la Pennsylvanie. Salut la Bretagne. Salut les Ardennes. Salut les Balkans. Salut la Provence. Salut la Lorraine. Ah, ok, j'ai répondu en fait tout ça. Oh putain, les gars, j'ai raté, j'ai zappé plein de trucs. J'ai zappé plein de trucs. On va... Oh putain, j'ai vraiment zappé plein de trucs. Wildlife Can, salut Vol, tu n'as pas acheté de cochon cette année, une raison particulière, merci à toi. Alors effectivement, d'habitude, les années précédentes, nous faisons le cochon avec un ami fermier et donc je l'achète pas, hein, on le fait ensemble. Ce qu'on fait généralement, c'est que je donne de mon expertise en échange de la fille du fermier qui s'occupe de notre cochon. Cette année, on l'a pas fait pour une raison toute simple, c'est que j'ai fait énormément de troc avec le miel pour de la viande chassée là dans nos montagnes, et donc j'ai un apport en fait de viande suffisant. Ma philosophie, je vais la répéter sur la viande, ma philosophie c'est que j'en mange le moins possible, que ça doit être local, ça c'est ma règle numéro 1, ça doit être local et bien évidemment éthiquement chassé. Je ne fais pas de viande d'abattoir et tout le bordel, ça ne m'intéresse pas, et donc je privilégie la viande d'amis chasseurs voisins qui chassent dans nos montagnes à nous. Et là en fait j'ai mes deux voisins, leurs deux filles de 12 ans, ils ont le même âge, leurs deux filles de 12 ans ont toutes les deux tombé, la fille de gauche a tombé un wapiti et la fille de droite a tombé un cerf, et j'ai troqué en fait énormément de miel pour de la viande locale, et donc vu que je ne suis pas vu que je suis pas un viandard comme ça, et que j'essaie d'avoir une dynamique assez cohérente et naturelle, je me suis dit on a assez de viande pour passer l'hiver, et donc je ne vais pas faire un cochon en plus. Je ne vais pas éliminer la vie d'un cochon alors que j'ai déjà de la viande pour passer l'hiver. Voilà un petit peu le raisonnement très rapide. Je le fais très rapide. Jufu 90, A World Made by Hand. Donc effectivement, super livre, super. Tu as des autres conseils de lecture? Écoute, j'ai d'autres conseils de lecture qui vont arriver. Je sais, qu'est-ce que je suis en train de lire en ce moment? Je suis en train de lire un truc que je peux pas vous le dire. Ça va venir, ça va venir. Le Golem 55, tu devrais peut-être donner une thématique à tes lives pour peut-être filtrer les questions.
Non, je ne veux pas donner de thématique. D'ailleurs, à ce sujet, je ne le prends pas mal et c'est super sympa pour vous de vous occuper un petit peu de comment je fais les choses. Mais ça ne sert à rien de me dire comment je devrais faire les choses. Parce que je ne vais pas vous écouter. Je suis vraiment très chiant, très con hein, sur ce coup-là, sur des trucs comme ça. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, vous êtes plusieurs à me dire oh, tu devrais faire une thématique. Je ne fais pas de thématique parce que ça, j'aime bien moi la variété. J'aime bien parler flingue, loup, betterave, navet. Ça me convient. Je vais pas parler pendant 1 heure flingue. Ça va faire chier tous les gens qui sont pas flingues. Donc j'aime bien la polyculture. Je sais pas si vous avez remarqué, hein, mais je suis pas très monoculture. Donc là, vous êtes en train de me demander à chaque fois de faire de la monoculture de mes lives. Je ne fais pas de la monoculture de mes lives, je fais de la permaculture live et je fais de la polyculture de mes lives. Pipio, as-tu entre les mains un tactiki, un avis? Je n'ai pas de tactiki, je trouve ça con. Ah, voilà, je vais te le dire comme je le pense. Salut le Québec. Ok, on va prendre cette question un peu douteuse. Mamazia 79. Un sujet que j'entends très peu chez les survivalistes, normal. La spiritualité ou un support de croyance permettant de faire face en cas de catastrophe et autres drames, décès, chômage, inondation, etc. Alors effectivement, c'est un sujet qui, à mon avis, n'est pas abordé largement parce que c'est un sujet personnel. Pour moi, tout ce qui est croyance et spiritualité, ce sont des univers personnels. Comme par exemple la politique. La politique est un univers personnel, la famille est un univers personnel. Donc effectivement, je peux donner mon opinion par rapport à certains trucs, mais après, ça devrait rester personnel. Donc effectivement, ce qu'on peut dire le plus objectivement parlant, c'est que les personnes croyantes, les cathos, les bouddhistes, peu importe, vont généralement avoir un petit avantage ici, encore que, faut voir, mais peut-être qu'elles vont avoir un petit avantage parce que effectivement, tout simplement, quand on conscientise que peut-être il y a quelque chose de plus grand que nous, on a généralement plus de facilité à s'adapter à l'événementiel, à s'adapter aux événements difficiles. Parce qu'on n'est pas le centre de l'univers, on n'est plus le centre de l'univers. Donc un sujet assez intéressant qui est bien évidemment extrêmement complexe. Personnellement, maintenant encore une fois, c'est personnel et donc ça devrait rester après personnel. Lise Edouard, merci pour Blindness au passage. De rien, super film. J'adore Blindness. C'est vraiment, c'est vraiment hyper anxiogène, mais c'est vraiment bien. Dreas34, pratiques-tu la germination? Oui, je pratique la germination surtout l'hiver. Là, on va commencer nos cycles de germination. On fait aussi de la germination pour les poules. Pour leur donner du verre l'hiver. Bear Legio, salut Volwest, un avis sur les couteaux Wild Steer. Alors je les vois passer assez souvent, j'en ai jamais eu un en main et donc je ne peux pas me prononcer. Je vais prendre une petite question Facebook et je vais réfléchir si je prends là une autre question. Question de Juju en Devos. Salut Juju. Cette semaine, 2 questions. Bon, tu fais pas chier toi. Alors, première question. Quel est ton avis à propos des cigarettes électroniques? Alors, j'ai été fumeur pendant des années. Français typique, voilà. J'ai été fumeur pendant des années. Je ne voulais pas arrêter de fumer, mais je savais que je devais arrêter de fumer. Passer la quarantaine, on commence à devenir un peu couillon, un peu, je sais pas, un peu pantoufle. On se dit, oh putain, j'ai 40 ans, j'aimerais bien quand même aller jusqu'à 80.
monter dans le train le plus tard possible. Et donc on devient un petit peu tapette et on arrête de fumer, ce qui est très bien. Donc je me suis dit bon, je vais arrêter de fumer. Alors j'avais donc plusieurs options pour arrêter de fumer et en fait mon approche pour arrêter de fumer pour moi, ce qui a marché pour moi, parce que je pense que tous les fumeurs sont, il y a différentes catégories, on n'est pas tous différents, mais il y a différentes catégories de problématiques et de compulsions. Moi, ma compulsion était très manuelle, était très gestuelle, et donc je me suis dit la nicotine, ça va pas être un gros problème pour moi, mais la gestuelle va être très problématique. Et donc, je me suis penché sur la cigarette électronique. Et ça a fait en fait tampon. J'ai utilisé la cigarette électronique. Donc du jour au lendemain, j'ai arrêté de cloper. Je suis passé sur la cigarette électronique. Donc grosse tête de bouffon. Mais c'était pour moi pour faire tampon. Et pour donc c'était un outil. Donc je m'en servais en tant qu'outil. Et non en tant que transfert psychologique et tout le bordel. Mais donc je m'en suis servi comme outil pour faire tampon et donc pour arrêter de fumer. Je m'en suis servi pendant un an, je crois, un truc comme ça. Et ça fait maintenant, ça va faire presque 3 ans là en début d'année que j'ai arrêté de fumer. Que je n'ai jamais retouché une cigarette, que j'ai arrêté donc la cigarette électronique. Et donc voilà, et je suis super content et donc je n'ai que du bien à dire de la cigarette électronique si vous tombez dans ma catégorie. Au passage, quand j'ai commencé la cigarette électronique, je suis tombé à zéro de nicotine. J'ai arrêté la nicotine du jour au lendemain. Mais donc peut-être que vous, votre compulsion, votre attachement à la cigarette va être différent du mien. Votre attachement psychologique, votre attachement physiologique va peut-être être différent du mien et que peut-être que pour vous, la cigarette électronique ne va pas être un outil intéressant ou pertinent. Mais pour moi, ça a été un outil effectivement très intéressant et pertinent. Par contre, quand j'ai commencé la cigarette électronique, je me suis toujours dit, bon, ça c'est juste un outil pour arrêter. C'est pas un remplacement. Si on part dans l'idée de remplacer, c'est mort, tête de bouffon pendant 5 ans. Donc voilà, cigarette électronique, excellent outil pour si, comme moi, vous tombez dans ma catégorie. Sinon, bien évidemment, inutile de dire que dans un esprit de résilience, d'autonomie, de bonne santé physique, intellectuelle, philosophique, etc., arrêter de cloper, c'est évidemment l'idéal. Et aussi ne pas utiliser tout ce qui peut être une dépendance. Et donc, le gros danger ici, c'est d'arrêter une dépendance comme la cigarette pour reprendre une dépendance qui est la cigarette électronique. Donc il faut traiter les deux un petit peu différemment, mais en même temps rester sur nos gardes et ne pas tomber dans le piège un petit peu de bon ben voilà, j'étais clopeux avant, mais maintenant je suis... Ouais. Donc ça c'était pour ta première question, vu que tu en as 2. J'utilise une application mobile pour la rotation de mes stocks alimentaires. Il est possible de programmer des alertes, par exemple, lorsque certains produits arrivent à terme. Il en existe des dizaines, mais plus largement, utilises-tu des applications qui te servent dans ton quotidien? Effectivement, j'ai certaines applications, ou pas, qui me servent dans mon quotidien, mais pas pour la nourriture. Pas pour la nourriture. La nourriture, je le fais à l'ancienne. Je vais avoir un carnet où je note des trucs. Je vais d'ailleurs, j'ai pas encore fini ma pantry, je sais pas comment on dit en français, mon placard à bouffe. Quand je vais avoir fini ma pantry, vous allez voir, j'ai en fait tout un mur dans mon placard à bouffe où je vais le peindre en tableau à craie. Et comme ça, on va pouvoir crayonner dessus. Tiens, il nous manque des pâtes. On est à 12 paquets de pâtes au lieu de 24 et ainsi de suite. J'aime bien faire ça comme ça. En fait, l'ordinateur me casse les couilles. La technologie, c'est génial, mais j'essaie quand même d'éviter
d'avoir une application pour tout et rien, alors qu'on peut faire des beaux dessins et écrire sur un grand mur, sur un grand tableau, faire des trucs cool à la craie. Voilà, je sais pas, c'est mon truc à moi. Vous faites comme vous voulez. The Real Chick, Hello Vol, quel calibre 12 pour le Home Defense? Alors, ceux qui sont flingues vont comprendre que la question, on l'a déjà, voilà, on l'a déjà répondu 150 fois. J'ai fait un article sur le blog qui parle des choix un petit peu de tout ça. Au passage, on m'a demandé quel AR-15 me semblait pertinent. Ça va dépendre de votre budget, mais je vais vous donner le meilleur rapport qualité-prix par rapport à la AR-15, que ce soit en France ou aux States. Le meilleur rapport qualité-prix aujourd'hui de ma fenêtre, peut-être que j'ai tort, mais de ma fenêtre, ça va être le Smith & Wesson MNP, donc Military et Police, Sport. Le MMP Sport. C'est un truc, je crois, qui sort à 500 balles ici aux States, un petit peu plus cher probablement en France, mais si vous voulez vous équiper AR-15, le Smith & Wesson MMP Sport, vraiment super. Quel calibre 12 pour le Home Defense? Déjà, ça dépend qui tu es, où tu es, ce que tu fais. Ça se trouve, ça va être un autre calibre, mais comme d'habitude, en plus ça dépend où t'es. Si t'es aux States, je conseille fortement le Mossberg ou alors le Remington. Voilà. Sinon après en France, calibre de chasse. J'ai fait l'article. Allez voir l'article. Mamazia, merci pour la diversité de tes lives. Au contraire, pas de problème. Hop. Et oui, c'est con. Hein. Oula, ok, il y a des questions rock'n'roll. De rien, de rien. John Arnwolf, que penses-tu des lampes frontales Black Diamond par rapport à Petzl? Alors, la technologie aujourd'hui, par rapport à toutes les lampes, est plutôt sympathique. Toutes les lampes fonctionnent plutôt bien. Maintenant, je suis un être assez étrange. J'aime bien les trucs où je me dis, putain, j'aime bien les trucs fin du monde. Alors moi, ce que j'appelle la fin du monde, ça veut dire, c'est l'outil increvable. C'est par exemple le Baïkal, vu qu'on parlait du 12, là, achète un Baïkal si t'es en France. C'est le Baïkal, c'est les trucs qui meurent pas, qui crèvent pas. C'est la bouteille Nalgene, HDPE, des conneries comme ça. Le Brick-a-Bic, voilà, des trucs, soit un rapport qualité-prix absolument exceptionnel, Mora Knife par exemple, soit une qualité vraiment de construction, tu vois, Carhartt, ça c'est des trucs, putain, mais c'est increvable, c'est des tanks. Et donc, pour en revenir à la lampe frontale, même si elle marche toute, voilà, tu me files une Black Diamond, tu me dis viens, on va dans les Pyrénées, on va aller camper pendant une semaine, tiens, je te file une lampe, c'est une Black Diamond, ça va faire le boulot, hein, je vais pas pleurer ma mère et je vais pas faire une crise. Maintenant, si effectivement je peux choisir, je vais passer sur du Petzl en lampe frontale, j'aime beaucoup Petzl. Surtout rapport qualité-prix vraiment excellent. Il y a quelques modèles, j'ai fait plusieurs vidéos sur le blog par rapport au Petzl. Mais donc voilà, qu'est-ce que je pense des Black Diamond? Si c'est pour partir dans les Pyrénées une semaine, se toucher la bite dans les buissons, il n'y a aucun problème. Si par contre c'est pour partir à la guerre et que c'est la fin du monde, passe sur Petzl. Ok. E24, j'ai fait plusieurs lives en fait sur le sujet et j'ai énormément répondu à la question.
Sebdu77, salut Vol, envisages-tu de faire prochainement une vidéo avec Pierrot? J'imagine que Pierrot Saint-Giorgio. Merci pour tout Seb, de rien Seb. Écoute, ouais, j'aimerais déjà bien faire un live avec lui pour parler NRBC. Et non, mais ouais, on va faire un truc. Il se passe beaucoup de choses en ce moment, donc ça peut être intéressant de voir un petit peu. Là, il y a une grosse problématique des nouvelles lois qui vont peut-être passer en Suisse, par exemple, par rapport aux armes à feu. Donc ça peut être effectivement intéressant d'avoir Pierrot et de voir un petit peu ce qui se passe en Suisse. Et Pierrot, pour moi. A une expérience du monde qui est assez intéressante parce qu'il a fait le choix, lui, de voyager. Moi, j'ai fait le choix du voyage interne. Pierrot a fait le choix du voyage externe et peut-être interne en même temps. Mais donc, il a une bonne mainmise sur toutes les problématiques globales, mondiales, économiques, bien évidemment. Et donc, pour moi, c'est toujours intéressant d'échanger avec lui et de parler avec lui. Une question de Ruben Marando. Bonsoir Brice, je me demandais quelle formation vous allez réaliser seul ou avec votre épouse au cours de l'année à venir et si vous avez des domaines que vous souhaiteriez découvrir au travers de formations. Bonne soirée et merci. De rien. Effectivement, il y a énormément de formations que j'aimerais faire, comme par exemple une petite formation poterie. Là, on va faire un truc poterie. Donc voilà, ça risque d'être sympathique. J'aime bien la poterie, j'aime bien mettre les mains dans la terre de toute façon. Donc on va faire peut-être Ghost avec Madame West et tout. Pour ceux qui ont vu le film, avec Patrick Swayze. Je vais faire mon Patrick Swayze avec de la terre cuite. Mais j'aime bien l'ambiance, revenir un petit peu, voilà, sur des périodes de l'histoire où on travaillait des matières un petit peu différentes. Moi, je suis très bois métal, et donc travailler un petit peu la terre, je trouve ça bien, la chaleur, les fours, la terre cuite et tout, j'aime bien ça. Donc on a une copine en ville qui fait des pots et tout le bordel, et elle nous a proposé d'aller faire un cours particulier, donc d'aller faire Ghost avec elle. Donc ça va être sympathique. Sinon, j'aimerais faire cette année. Il y a une grand-mère en ville qui part dans forêt avec toi. N'aie pas l'esprit mal tourné, s'il te plaît. Et donc une grand-mère qui part en forêt avec toi pour te montrer les plantes médicinales locales et tout. Donc je trouve ça, j'aimerais faire ça. Véronique Girin, avez-vous un cheval? Savez-vous monter? Non, je n'ai pas de cheval, mais oui, je sais monter. Mais j'aime pas monter sur les chevaux, moi, ça me stresse. Je me dis, putain, moi j'aimerais pas que un singe me monte sur le dos toute la journée. J'aime pas monter sur les chevaux. Autre formation que j'aimerais bien faire, c'est tout ce qui concerne la baston. J'ai quelques plans en ville en ce moment avec des mecs. Je crois il y a un béret vert là en ville qui nous fait un truc baston. Donc ça peut être intéressant. Je cherche toujours un petit peu les bons plans par rapport à la baston. Malheureusement, je suis dans le Montana, donc l'avantage c'est qu'on a beaucoup moins de connards et qu'on nous fait beaucoup moins chier. Mais le désavantage c'est qu'on a beaucoup moins de formateurs. On a beaucoup moins de formation et de formateurs. Donc voilà, tiens, bah voilà, Berlegios pour la défense, plutôt MMA ou Krav Maga. Alors franchement, moi je suis plutôt Glock 19 quoi. Et donc j'aimerais continuer un petit peu les formations comme ça, mais moi je suis très chiant, je suis un élève très chiant. Je suis un élève très chiant. Par exemple, moi, je peux pas arriver sur les tatamis pieds nus ou en chaussettes. Ça le fait pas. Je trouve ça fait tapette. Je supporte pas. Et quand je suis dans la rue et que si je vais me bastonner, je suis pas pieds nus, je suis pas en chaussettes. Déjà, ça commence comme ça. Donc, ça élimine quand même beaucoup de trucs. C'est-à-dire que tous les trucs où il faut être pieds nus, il faut se toucher la bite sur un tatami, ça me casse les couilles. J'aime pas le faire. Je veux pas le faire. Je suis réticent. Je fais mon Calimero. Ça me casse les couilles. Moi, si je suis pas en bottes de combat, en jean et en Carhartt, c'est comme ça que je suis dans la rue. Donc, j'aime me battre comme je suis dans la rue. Dans la rue, je ne me trimballe pas en robe de chambre, pieds nus. Ça le fait pas. Et donc je suis très difficile. C'est très difficile pour moi de trouver des écoles qui vont accepter mes règles, qui sont les règles de la rue en fait.
Donc toujours très délicat. Donc par exemple MMA, je sais plus quoi là, MMA, Krav Maga, même caca. On va faire des rimes. Donc j'aimerais bien faire un cours, par exemple, avec Craig Douglas. Pour les gens qui le suivent sur Instagram, Tony vient de faire un cours de 3 jours avec lui, son ECQC. Non, il n'a pas fait ECQC. Moi, j'aimerais bien faire ECQC avec Craig Douglas, donc je vais peut-être le venir. Ça va peut-être être marché comme ça. Je vais lui demander de venir dans le Montana. Mais voilà, Craig Douglas, pour moi, c'est le top du top. On reste en pompe ici. On a des flingues, des couteaux, des bordels, des trucs qui coupent, des trucs qui poquent, ça y va. Ça reste basé sur le réel et c'est quelque chose qui m'attire et qui me plaît. Le reste, pour moi, c'est beaucoup de chinoiserie, n'en déplaise certains. Et c'est pas les réalités de rue. Si vous faites par exemple du jiu-jitsu, que vous êtes au sol et tout, dans votre rampe de chambre pieds nus à vous toucher la bite, dans la rue, si j'ai un couteau, ça va tout de suite beaucoup moins marcher. Donc il y a des mérites, c'est sympa d'apprendre tout ça, mais personnellement, j'ai passé l'âge de me faire chier. Je veux aller le plus rapide, droit au but et le plus pratique et pragmatique possible. Et donc Craig Douglas. Voilà pour ce live. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Prenez soin de vous, soyez résilients, autonomes et stay safe.